Je suis une chemise homme, toute neuve, apportée par Roger, glissée au milieu de nombreux autres vêtements comme moi. La voiture s'arrête, je sens qu'il fait froid. Quand le coffre s'ouvre, un bénévole d'Emmaüs me prend dans ses mains et me glisse dans un caddie en ferraille. Pas le temps de dire au revoir à Roger, que je roule déjà en direction du quai numéro 1, où je suis mis dans un gros bac de vêtements. Je me demande pourquoi Roger m'a laissé ici. Pour pouvoir aider les gens qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas se vêtir, qui ne peuvent pas se nourrir, donc c'est la moindre des choses de faire ça. Je suis ensuite emmenée dans un hangar, plein de femmes qui scrutent un par un les vêtements. On a toujours dedans, mais par contre on a plus en plus des gens qui viennent pour acheter. Il y a beaucoup de jeunes, des étudiants qui viennent, qu'on n'avait pas en 2016 quand je suis rentrée ici. Apparemment, c'est ce qu'on appelle le prêt-tri. Il y a beaucoup d'autres vêtements comme moi. Je passe dans les mains de Véronique qui m'analyse de haut en bas. Je suis mis dans le bac des chemises pour hommes. Quand Véronique lève son regard vers ses collègues, elle est surprise par la grande quantité de vêtements. Il y a beaucoup de dons, ouais. C'est trop même. Enfin, on n'imagine pas quand on ne travaille pas là en fait. Moi j'étais assez écœurée de voir toute cette surconsommation, quoi. Et on a du mal à gérer tout parce que c'est énorme. Énorme. Il y a une bénévole aussi qui vient d'Afrique et elle avait dit un truc en voyant tout ça arriver. Elle a dit mais vous êtes riche. J'ai eu la chance d'être mise avec les vêtements en bon état, qu'Emmaüs va garder pour revendre. D'autres de mes semblables, qui avaient des petits défauts, qui étaient tachés ou troués, n'ont pas eu cette chance-là. Ils ont été mis dans des bacs à part. J'ai entendu dire qu'ils allaient être envoyés au tri d'Emma, où ils vont être valorisés. Après avoir été pré-triés, je vais dans un deuxième sas, où l'on va m'examiner de nouveau. On me trie en regardant l'âge que je représente, la saison à laquelle je corresponds. N'étant pas un vêtement de marque, je serai vendu dans le grand magasin du côté des vêtements à bas prix. Ensuite, on m'a mis en rayon, au prix de 2 €. Je me demande pourquoi il y a autant de vêtements autour de moi. Vu l'accélération de la surconsommation, c'est une des seules solutions qui est offerte, c'est la seconde main, le réemploi des objets, le surcyclage et ce genre de choses. Donc, nous on a toujours pratiqué, mais c'est en vogue aujourd'hui, donc voilà, ça, on le met un peu au devant de la scène, quoi. La quantité de vêtements qu'on reçoit n'a pas diminué, mais la qualité a fortement diminué. Les portes s'ouvrent et les acheteurs affluent. On me regarde, on me trouve jolie. Un couple discute des raisons pour lesquelles ils achètent ici avec un homme. Ben, ça vaut le coup, ils achètent moins cher. Il y a le choix. Les vêtements neufs, il faut les payer. Vous savez pas ce qu'on veut faire avec. On va avec aussi, c'est pas évident, surtout maintenant, la vie elle est très chère maintenant. Elle est très chère. Après si on surconsomme, c'est pas grave, on le ramène en fait. À 2 € la chemise au lieu de 30 ou 50, ça vaut le coup. Cet homme en question finira d'ailleurs par me mettre dans son sac, mais avec combien d'autres ? J'arrive à une caisse où on m'emballe avec les autres vêtements. À ce moment-là, je me suis demandé à quoi allait leur servir cet argent. Déjà, il y a une partie qui nous sert à payer les charges, les salaires. On a 40 salariés, donc c'est déjà pas mal, dont la moitié en insertion, pareil. On a tout ce qui est l'essence, ce genre de choses, l'électricité, donc les charges. Et ensuite, l'ensemble de nos bénéfices est reversé à des actions de solidarité. Ce mardi 18 juin, nous nous sommes rendus au square des martyrs de la résistance de Roanne à 11 h pour la cérémonie de commémoration de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Nous avons eu à notre micro élus et anciens combattants. Nous leur avons posé des questions comme pourquoi ils sont venus et pourquoi cette journée est importante. C'est ce qui a déterminé la résistance de la France face à l'occupant nazi à l'époque. Et donc tout a dégoulé de cet appel le 18 juin par le général de Gaulle. Et donc voilà, il est redevenu ensuite le chef de la résistance, le chef de guerre, puis ensuite bien sûr le président qu'on a connu par la suite. Donc c'est effectivement un point de départ très important pour l'histoire récente de notre pays. Elle marque un moment important de l'histoire avec un appel à la résistance quand la France est occupée et un homme s'est dressé pour appeler les Français à résister à l'occupation. Donc c'est un symbole évidemment important que nous honorons pour la 84e fois aujourd'hui. Je suis là parce que c'est important de rappeler que Charles de Gaulle a eu un sursaut pour que la France reste parmi les alliés contre l'envahisseur allemand.
Alors effectivement, il y avait beaucoup à l'époque, paraît-il, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour Pétain. Lorsque Pétain est venu à Rouen, le paquet promenade était plein. Les gens jusqu'en 1943 étaient mal informés. Et puis donc, l'appel à De Gaulle, je pense qu'il est passé à côté. Je suis là parce que je suis un ancien militaire. Donc forcément, pour les militaires comme je suis, le 18 juin, ça résonne un peu dans la tête, de façon peut-être un peu différente de beaucoup de jeunes aujourd'hui, je ne sais pas. Quoique il y en a beaucoup maintenant qu'on voit venir assister aux cérémonies, porter des drapeaux. Et donc en plus, le général de Gaulle a créé l'Ordre national du mérite en 1960 et je suis fier de porter cette décoration suite à mes états de service au sein de l'armée de l'air. C'est important de savoir d'où on vient et ça permet aussi de définir là où on veut aller. Merci à tous les intervenants, dont Charles Perrault, Roger Furcy et l'élu adjoint au maire de Roanne, Fabien Lambert. À l'occasion du week-end de la récup, je me suis rendue à un salon vichysois où l'on apprend à upcycler tout en s'amusant. J'y ai rencontré Sophie Chaud qui représente son entreprise My Green Little Life. Elle nous explique pourquoi le recyclage et l'upcycling sont importants pour elle. C'est un moyen de faire des choses sympas en famille, comme activité. C'est aussi un moyen d'avoir des choses jolies chez soi dont on peut être fier, qu'on a fait nous-mêmes. C'est un moyen d'économiser en fait. Le vêtement c'est très gourmand en énergie, en eau, c'est très polluant. Et du coup je trouve ça super intéressant même à la fin, quand on ne sait plus quoi en faire, de lui donner encore une autre vie à quelque chose de mignon qu'on peut garder chez soi, en être fier plutôt que de le cacher au fond d'un tiroir. À la table de Sophie, des petites mains s'essayent à l'upcycling en redonnant une nouvelle vie à de vieilles chaussettes dépareillées, des chutes de tissu et de la laine. Margot, 10 ans et demi, adore l'activité. T'es en train de faire quoi? Un gnome de Noël pour le mettre sur mon sapin. T'aimes bien cette activité? Oui. Tu penses refaire ça à la maison? Oui, si mon papa est d'accord. Oui, il n'y a pas de problème, je serai d'accord, Margot. Et est-ce que tu faisais ça avant? Oui, l'année dernière, j'en ai fait un. C'est la deuxième fois. T'avais bien aimé alors? Oui. L'upcycling, en plus d'être une activité familiale, peut aussi se faire seul et à tout âge, par passion et pour passer le temps. C'est le cas de Michel qui utilise du tissu de seconde main pour lui donner une nouvelle vie. Je fais des choses tricot avec des pelotes de laine seules. On récupère les dernières pelotes de laine, donc je fais des mitaines, des bandeaux. Avec les chutes de tissu, je fais des tabliers d'enfants, des pochons, des petits bavoirs. Et avec les perles, je démonte des colliers, je fais des boucles d'oreilles et des bracelets. Donc c'est tout du recyclage. Tout peut se recycler en fait. Au lieu de jeter, on transforme. Même les jeunes, vous voyez, elles se mettent à récupérer des vêtements, à transformer. Ils le font beaucoup, je pense. Je trouve que maintenant, c'est dommage de faire des choses de moins bonne qualité parce que ça revient cher à la longue. Parce qu'on ne peut pas le transformer. Laurence, salariée de la recyclerie à QC depuis 2018, anime un atelier upcycling avec des dons de la recyclerie. Elle montre à une intéressée comment faire des mitaines. Donc là, on est en train de fabriquer des mitaines avec des morceaux de pullover. On a mesuré la main de madame et on a coupé la manche du pull et on va essayer de faire des mitaines avec. On laisse un trou pour passer le pouce et après on va retourner et puis essayer de décorer avec un petit bouton, un petit lien, faire joli. Vous voyez, finalement, on peut faire beaucoup de choses avec de vieux vêtements et des morceaux de tissu. Il y a beaucoup d'avantages à faire de l'upcycling. D'abord, on fait une bonne action envers la planète, ensuite on s'amuse et enfin on économise. Déjà, premièrement, je voulais savoir pourquoi vous étiez ici, pourquoi vous faisiez ce blocage. Déjà pour le soutien envers les collègues qui ont été lâchement assassinés et puis envers leurs familles. Et puis également pour faire réagir un petit peu là-haut sur le fait qu'il y a des choses qui vont vraiment pas dans notre métier, dans des décisions qui sont complètement illogiques. Donc du coup voilà, c'est vraiment le coup de gueule, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là c'est inadmissible ce qui s'est passé, c'était prévisible surtout, c'était obligé. Donc on a une grande pensée pour les familles. Et c'est vraiment pour marquer une solidarité nationale, même au sein de notre établissement, ce sont aussi nos collègues, donc on doit être là aujourd'hui pour eux et pour leur famille. On a une grande pensée aux familles, on se répète toujours, mais ce qui s'est passé hier,
c'est une tragédie. Moi je m'appelle Zanik Sorlier, je suis surveillant sur le CD douane. Pourquoi vous faites ce blocage aujourd'hui? Parce que déjà c'est un ras-le-bol. Donc nos collègues s'est fait prendre en partie pour rien du tout. Donc une erreur peut-être d'en haut, dans la direction. Donc après voilà, il faut se tenir à sa famille, surtout dans ce moment difficile, parce que c'est pas évident. Et aussi les collègues, il faut être avec eux. Ça y est, les travaux de la base nautique de Cordel, site labellisé Centre de préparation aux Jeux Olympiques 2024, sont terminés. Élus et représentants associatifs étaient présents pour son inauguration. Alexandra Daval, de la Copler, qui a suivi le pilotage de ce projet, Pierre Janin, architecte paysagiste, Georges Bernat, maire de Vézelin-sur-Loire et président de Valdeck et Isable, et Jean-Paul Capitan, président de la Copler, au micro de RVR. Pourquoi vous avez candidaté pour être officiellement labellisé par l'État de centre de préparation au JO 2024 et quel a été l'apport du coup de cette labellisation? La base était déjà en fonctionnement depuis quelques années. C'est une base qu'on avait déjà diversifiée. À l'origine, c'était une base d'aviron. Ensuite, c'est devenu une base nautique. On a proposé des activités de kayak, de paddle. Et en fait, on accueillait déjà des clubs. Les clubs vantaient vraiment le cadre naturel, la qualité du bassin, des lignes d'eau sur la Loire. Mais on voyait qu'on manquait d'équipement pour fidéliser sur le long terme ces clubs. Et en fait, vraiment les ancrer, qui restent une semaine, 15 jours. Et souvent, revenait sur la table le manque d'équipement de musculation, des stockages à bateau. Et en fait, quand on a vu le cahier des charges des centres de préparation aux Jeux, en fait, c'était pleinement, tous les critères correspondaient aux insuffisances de la base. On s'est dit, c'est sûrement l'occasion de changer d'échelle, en fait, de passer un cap et de pouvoir vraiment professionnaliser la base et optimiser les séjours et les retombées sur le territoire. Du coup, ça vous a permis d'être financé ? Oui, en fait, ça nous a permis d'être largement financés. En fait, on est financé par tous les échelons de collectivité, le département de la Loire, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'État au titre de l'Agence du sport et de la DETR, et aussi l'Europe via le programme Leader du Rouennais. Ça a permis aussi d'être identifié. C'est une vraie reconnaissance en fait d'avoir été labellisé. Donc, c'est aussi une garantie de qualité pour les clubs quand on les démarche et qu'on les accueille. Et puis, au-delà de ça, c'était aussi peut-être l'opportunité d'accueillir une équipe étrangère en préparation. On a été en contact étroit avec la Fédération grecque d'aviron jusqu'à très récemment et on a été dans les finalistes. Bon, ils ont finalement opté pour un autre site, mais voilà, c'est quand même une belle histoire à raconter. Voilà, ça a confirmé l'intérêt du site en tout cas. Qu'est-ce qui fait que c'est vous qu'ils ont choisi ? Je pense qu'il y avait plusieurs atouts sur ce site. Il y a le fait que ce site soit isolé et qu'il n'y ait pas de concurrence d'autres disciplines. En fait, il y a beaucoup de bases de renom type Aiguebelette, mais où il y a beaucoup de disciplines sportives qui cohabitent. Donc ça, c'était le premier atout. Le fait d'être en pleine nature, qu'il n'y ait pas de public. Les sportifs aussi recherchent ça, en fait, un cadre vraiment d'isolement. La qualité du bassin. On a 2 km de ligne droite à l'abri du vent. Enfin, on a des conditions naturelles qui sont vraiment parfaite pour l'aviron. Et puis la qualité des équipements. Je pense aussi peut-être le fait qu'on soit à 2 communautés de communes pour porter ce projet, c'est assez rare et je pense que c'était un atout en plus. Pourquoi vous avez fait des travaux et quels ont été les travaux ? On a fait d'importants travaux. En fait, le site est sur une ancienne ferme, donc on avait aménagé déjà une partie de l'équipement en 2013-2014. Donc là, on a aménagé l'ancienne maison d'habitation qu'on a transformée en centre d'entraînement sportif avec des équipements de musculation adaptés au sport classique et au handisport. On a tout un étage qui peut être utilisé par ce public-là. On a aussi amélioré l'accessibilité en extérieur, donc on a aménagé des racks à bateaux plus près de l'eau, des aires de retournement et d'accès pour les personnes à mobilité réduite et aussi une grande salle de réunion avec vue sur Loire qui permet à la fois d'accueillir aussi des séminaires, des réunions autres que dans le cadre sportif et aussi de faire des débriefs de coaching sportif. Qui peut venir dans cette base et qu'est-ce qui va changer du coup pour eux ? Alors on a vraiment 2 types de publics sur cette base. On a notre public qui est un peu notre cœur de cible, qui est le public de sportifs, de compétiteurs de haut niveau. Donc là on accueille toute l'année, surtout pendant les périodes de vacances, des stages de clubs qui viennent de toute la France. Là très récemment on a accueilli le club de Neuilly-sur-Seine. Ils étaient 100 pratiquants d'aviron sur le site. Ils viennent et c'est beaucoup de retombées économiques pour le territoire dans ce cas-là. Et on accueille aussi, parce que c'est un souhait d'être aussi ouvert en local, plutôt le grand public. Et là on accueille public famille, des touristes, des habitants qui veulent pratiquer en loisir et découvrir des sports nautiques. Donc l'aviron, mais pas seulement, puisque l'aviron c'est quand même pas toujours très accessible sportivement. Donc on a aussi du kayak, du paddle et on a diversifié aussi des activités autour des sports terrestres et de la découverte environnementale. Est-ce que vous avez des athlètes qui sont assez connus qui viennent ici ou des équipes Et est-ce que du coup pour les JO vous avez déjà des noms ?
Pour les équipes, on a des clubs qui sont vraiment renommés en aviron. Je citais le club, le CNF, là, le club de Neuilly-sur-Seine, qui est vraiment un club très reconnu, qui fait sortir chaque année beaucoup de sportifs médaillés. On a eu le club d'Angien, le club d'Avignon aussi récemment. Je sais que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est quand même une ligue en France qui a beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc voilà. Pierre Janin, architecte et paysagiste, nous parle de son travail autour du projet. Le projet il consiste en une réhabilitation de l'ancien corps de ferme qui était en extension de la base d'Aviron et qui était sur des parties de bâtiments qui n'étaient pas du tout utilisées, une vieille cour qui était assez refermée avec des murs. Et donc le projet, ça a été ça, donc la réhabilitation et donc l'intégration des programmes nouveaux dédiés à l'accueil d'équipes d'Aviron avec du coaching sportif beaucoup plus poussé. Et ce qu'on a réfléchi dès le début du projet, c'est aussi une notion de polyvalence, c'est-à-dire certes il y a un usage sportif, mais aussi à terme ou autre, il y a un usage culturel, sportif, d'éducation à l'environnement qui est aussi possible et donc de penser, l'enjeu ça a été de penser le projet pour le programme qu'il va accueillir à l'instant T, aujourd'hui, dans le cadre des Jeux Olympiques, et aussi de se dire dans une projection à long terme, comment le projet aujourd'hui pouvait accueillir d'autres types d'activités. Et est-ce que du coup vous pouvez nous dire 2-3 mots sur les travaux ? Alors sur les travaux, c'était une réhabilitation assez conséquente. Le corps de ferme, toute la toiture a dû être repensée, les chaînages, des constructions et des éléments en béton qu'il a fallu rajouter au niveau des dallages aussi. Réhabilitation de l'ancienne grange avec création d'un niveau de plancher. Toutes des interventions lourdes et pour autant, un point d'importance, ça a été de conserver le strict respect des emprises urbaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de construction en extension ou autre. Et ce qui a été recherché, c'est la compacité. On a remonté un petit peu les niveaux qui a permis de bénéficier d'un étage complémentaire. Pareil pour un autre, l'ancienne grange, où on a installé une nouvelle dalle pour créer une salle polyvalente complémentaire. Donc sans créer d'extension, on a presque doublé la surface en fait, de l'ensemble du site sans avoir d'impact sur l'environnement. Donc il y a eu tout cet enjeu d'agir avec simplicité, de respecter les emprises bâties et aussi, je dirais, d'être dans un cadre simple, c'est-à-dire d'utiliser aussi des matériaux bruts. Donc les dalles béton qu'on voit qui sont laissées à nu, les murs béton qu'on a retrouvés, les anciens murs qu'on a aussi laissés à nu, le béton visible qu'on a teinté dans la masse, la pierre aussi qui est apparente, des menuiseries bois aluminium qui sont fabriquées dans le forêt et dont le bois provient aussi des monts du forêt. Donc tout ce côté matériaux bruts et matériaux d'usage locaux qui sont utilisés en partant de l'existant et en le mettant aussi en valeur. C'est un site depuis lequel on redécouvre la Loire. Maintenant, la parole à Jean-Paul Capitan, président de la Copler, et Georges Bernat, maire de Vézelin-sur-Loire et président de Valdex et Isable. C'est au départ un site, quand l'exploitation agricole s'est arrêtée, qui a même été revendu à un privé, qui aurait pu être complètement clos et perdu pour l'intérêt public. Finalement, c'est la communauté de communes Copler qui a repris l'intégralité du site et ensuite qui s'est rapprochée sous la présidence de Claude Janin de la communauté Valdex. Et c'est aussi pour nous le fait de s'adapter, de surfer sur le besoin et la vague de la demande de l'administré, et de l'administré, et en particulier du tourisme. Ce lieu est spécifique, particulier, reconnu, de plus en plus reconnu. Moi, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut investir ? Je rêve pour l'avenir, on sera plus peut-être à l'exécutif dans les années qui viennent, mais je disais entre l'équipement d'une liaison entre le Pédane et le château de la Roche, je ne sais pas si on peut parler de passerelle himalayenne ou de choses comme ça. Ici, d'un complément d'équipement d'un gymnase intercommunal, intercommunal peut-être, qui fédéreront et qui correspondront aux besoins à la fois des habitants et qui nous permettront aussi de capter plein de gens de l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est une activité comme une autre et ça crée de l'emploi et ça rend les gens d'ici, quelque part, un peu fiers et en capacité de profiter de l'opportunité économique. Merci à tous les intervenants, Alexandra Daval, Georges Bernat, Pierre Janin et Jean-Paul Capitan. On rappelle que la base nautique est ouverte tous les week-ends au public et du mardi au dimanche à partir du 6 juillet. Vous pouvez retrouver ce reportage en podcast sur le site rvrradio.fr. Karine Prel est encadrante technique, pédagogique et sociale à la recyclerie Ciel de Vichy-QC. Elle va nous parler recyclage des vêtements, réutilisation et upcycling. Mais avant toute chose, expliquez-nous quel est le but de la recyclerie.
C'est de recycler tous les dons, les arrivages, les apports volontaires que les personnes nous amènent à la recyclerie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'autant de vêtements arrivent à la recyclerie ? On est adhérent au réseau national des ressourceries et c'est vraiment un problème qui se retrouve dans toutes les ressourceries de France. C'est-à-dire qu'on est submergé par tout ce textile de production qui est bien sûr très polluant, tant au niveau du recyclage qu'au niveau de la production et de la fabrication. Ça peut être sur la fabrication couture, sur les teintures, c'est très très polluant pour les eaux. Donc le seul message qu'on peut donner, c'est de moins consommer de textile, de mieux consommer, de ne pas suivre la mode et bien sûr d'acheter de la seconde main au sein des recycleries sur tout le territoire. Est-ce que vous recevez des vêtements de particuliers ou d'entreprises ? La plupart des choses que l'on récupère, c'est vraiment les particuliers, les usagers qui viennent nous l'apporter en apport volontaire sur la collecte de la recyclerie. Alors on a quelques bénévoles qui nous aident pour la couture, le tricot, qui nous permet aussi de réutiliser les fibres qui peuvent venir et les fils. Et sinon on forme les salariés, ou des fois c'est les salariés qui nous forment parce qu'ils ont des parcours professionnels assez exceptionnels et ils arrivent au sein de la recyclerie avec de grandes compétences. Alors nous on est une association, on a un conseil d'administration, mais cette association embauche des salariés. Ils peuvent être permanents, comme moi et l'équipe qui travaille pour l'accompagnement des personnes, et les salariés en insertion qu'on accompagne. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'upcycling ? Alors en français, ça doit être upcycling, c'est surcycler ou en tout cas récupérer pour réutiliser. C'est surtout de la réutilisation. Pourquoi la recyclerie a un impact positif sur l'environnement ? Alors déjà, si les gens donnent, ça évite qu'ils jettent à la poubelle. Donc au niveau des déchets, ça fait une grosse part de réduction des déchets. Nous, on travaille dessus aussi avec Vichy Communauté qui est porteuse du projet. Donc on collabore beaucoup avec eux là-dessus, sur les filières de recyclage et sur le plus de matière possible à revendre derrière. Et on essaye de sensibiliser les gens pour qu'ils achètent mieux et moins. Qu'est-ce que vous appelez acheter mieux ? Acheter des produits de meilleure qualité ou d'occasion, bien sûr, des produits qui ont été réparés. Et sinon, de choisir un peu l'origine du produit. Surtout que les filières de recyclage, entre autres pour le textile, sur le territoire français, elles ne sont pas du tout assez développées pour l'instant pour répondre à la masse de textiles qui arrivent dans tous les magasins, dans toutes les chaînes françaises. Donc malheureusement, on est obligé d'exporter ces déchets dans d'autres pays parce qu'on ne peut pas les recycler chez nous. Donc en fait, c'est un vice sans fin. Ça veut dire qu'eux, ils produisent, nous on consomme et on renvoie les déchets chez eux. Bonjour chers auditeurs, il est 17h, voici les actus de ce mardi 24 septembre. Hécatombe au Liban. Ce lundi, les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait 492 morts au Liban. Parmi les victimes, il y a 35 enfants. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, annonce que Paris demande cette semaine la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Liban. Le gouvernement Barnier se réunit enfin. À Paris, les 39 membres du gouvernement se sont réunis pour la première fois ce lundi à l'Élysée. Ce premier conseil des ministres express a duré moins d'une demi-heure. Un nouveau rendez-vous est prévu vendredi de 15h à 18h pour un séminaire gouvernemental. Sophia Chikirou, mise en examen. Aujourd'hui, la députée de Paris avait rendez-vous avec les juges d'instruction. Au terme de son audition, elle est mise en examen dans le cadre de l'affaire des comptes de campagne de la France Insoumise datant, on se le rappelle, de 2017. Cette proche de Jean-Luc Mélenchon est suspectée d'avoir facturé des prestations avec une marge très supérieure à celles qui sont pratiquées par ses concurrents. La cause de la mort de Philippine, 19 ans, enfin connue. Aujourd'hui, la cause du décès de Philippine, retrouvée partiellement enterrée ce week-end dans le bois de Boulogne, est dévoilée. La jeune femme serait morte par asphyxie. L'étudiante n'aurait pas été victime de coups. Un ressortissant marocain de 22 ans a été interpellé mardi soir à Genève en Suisse, suspecté d'être l'auteur du meurtre. Il avait été condamné à 7 ans de prison pour un viol qu'il avait commis dans un bois à Taverny en 2019 alors qu'il était mineur. Il est sorti en 2024 après avoir passé 5 ans derrière les barreaux. La peine est tombée. Ce lundi, à Lille, 2 ex-salariés d'une crèche de People and Baby ont écopé de 6 et 12 mois de prison avec sursis pour des violences engendrées sur les enfants. On rappelle que cette affaire avait provoqué un véritable débat médiatique sur les dysfonctionnements de certaines crèches privées.
Date du délibéré, 7 octobre.